bien, salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait hyper longtemps que j'ai plus sorti de vidéo, mais j'avais vraiment envie de repartir sur cette chaîne YouTube, de reparler de cyclisme, de reparler de sport et je trouvais qu'avec cette fin de saison, c'était pourquoi pas intéressant de faire un peu des récapitulatifs de différentes courses, différents moments, différents coureurs qui ont marqué la saison 2019. Et pour commencer aujourd'hui, je vais commencer par la saison de Julian Alaphilippe, qui a été juste incroyable, une des meilleures saisons de sa vie, une des meilleures saisons de coureur cycliste tout court, avec une première partie de saison juste incroyable. Donc je vais vous parler de son début de saison en Amérique du Sud, ensuite les classiques et les courses italiennes, et ensuite on continuera sur un peu sa spécialité, les classiques belges et hollandaises, et on finira par son Tour de France. Ensuite, on débattra un peu sur son avenir, qu'est-ce qu'il devrait faire. On dira un petit mot sur sa fin de saison, même si c'est pas très important. En tout cas, les gars, moi, je vous laisse avec la vidéo. Je vous dis juste, dites-moi dans les commentaires directement si vous aimez ce genre de vidéo et quel genre de vidéo vous kifferiez avoir sur cette chaîne. Et du coup, voilà, je vous laisse avec la... Donc on va commencer directement ce récapitulatif par la première course que Julien a effectuée cette année, 2019. Donc c'est la première course en Argentine, la Vuelta San Juan. On sait que le début de saison, c'est jamais la course où on aura les meilleures jambes. Il faut voir si le travail a payé durant l'année, enfin durant justement l'hiver, durant le break, avant les courses. Même si on sait que cette course, c'est quand même une course qui se déroule assez tôt dans l'année. Je crois que c'est aux alentours de janvier, voilà. Donc c'est une des premières courses du calendrier, donc juste après les fêtes. Voilà, c'est déjà un bon signe de savoir si on est en forme, mais c'est pas là que la saison de Julien se jouait. On sait qu'il vise plutôt les classiques belges et néerlandaises, et ensuite peut-être le Tour de France. Mais bon, il a déjà fait un très très bon début de saison puisqu'il a remporté l'étape 2 et l'étape 3. Donc l'étape 2, c'est une étape en montée, donc une petite montée, une montée qui lui correspondait parfaitement. Et l'étape 3, c'était un contre-la-montre, ou c'est peut-être le contraire, mais c'est pas très important. Donc c'était un contre-la-montre qu'il a remporté assez facilement devant Valerio Conti et Remco Evenepoel. Donc Remco Evenepoel, vous le connaissez tous maintenant, mais là, à ce moment-là, c'était sa première course pro, World Tour en tout cas. Et du coup, c'était quand même très sympa à suivre. J'ai regardé cette course évidemment, parce que justement, comme c'était la première course de Remco Evenepoel, c'était un peu lui l'attraction et tout ça. Et d'ailleurs, il a fini troisième de ce tour, de ce contre-la-montre, et finalement meilleur jeune de ce tour de San Juan. Et du coup, à la fin de ce tour de San Juan, Alaphilippe finit deuxième derrière Winner Anacona. Donc il perd le général sur la dernière étape, je pense, où il s'est fait un peu attaquer de partout. Mais bon, rien de très grave pour lui qui a tellement de victoires. Je veux dire, c'est pas une victoire sur la Volta San Juan qui va changer son palmarès. Même si c'est toujours bien d'avoir des épreuves World Tour à son palmarès. Mais du coup, il finira donc deuxième. Et à noter que c'est Winner Anacona qui remporte le Tour de San Juan et équipier de Nairo Quintana qui était aussi présent sur ce tour-là. Ensuite, il va continuer en Colombie. Donc je ne vais pas le mettre sur une des images parce que c'est pas un pic de sa saison, c'est pas un moment fort, je pense. Mais il a quand même remporté une étape là-bas, ce qui prouvait quand même qu'il avait de très bonnes jambes en début de saison. Et quand on va voir la suite de sa saison, on va voir qu'il a vraiment réussi à garder une forme incroyable pendant une grande partie de la saison, pas jusqu'à la fin, parce qu'on va voir qu'il a un peu craqué vers la fin, mais en tout cas son début de saison est incroyable. Donc j'ai dit en début de vidéo que il avait plutôt deux gros objectifs avec les classiques flandriennes et les classiques comme Liège-Bastogne-Liège, tout ça en Belgique, et le Tour de France, mais c'est vrai qu'il avait aussi d'autres objectifs, et notamment en Italie, où il a disputé les trois grosses épreuves italiennes, on va dire, du début de saison, avec les Strade Bianche, Tirreno Adriatico et Milan-San Remo. Donc on va commencer directement par Tirreno Adriatico, qui est une épreuve par étape en Italie. Donc il a remporté les étapes 2 et 6.
ce qui était déjà sa troisième et quatrième victoire de l'année, et a finalement fini sixième au général aussi, sachant que c'est, je crois, une épreuve remportée par Primoz Roglic, donc quand même une épreuve qui est avec des bons coureurs, il y avait pas mal de montées, et donc on a vu déjà qu'il montait en puissance après son très bon début de saison du côté de l'Amérique du Sud. On voit que même en Europe, contre les meilleurs coureurs mondiaux, parce que c'est vrai qu'en Argentine, en Colombie, il y avait les Movistar surtout, il y avait peut-être Tige Benoît, je pense, sur les deux épreuves, comme coureur voilà, qui pouvait peut-être faire face. Mais là, Tirreno Adriatico, c'est quand même un rendez-vous où bah, il y a beaucoup de très bons coureurs qui viennent. Et bah, il a réussi à montrer qu'il était déjà en très bonne forme. Et ensuite, on a vu que sa forme était juste incroyable quand il a remporté les Strade Bianche. Donc les Strade Bianche, qui est une des courses que je préfère. Je pense que c'est une course qu'on peut que adorer, avec tous ces chemins de gravier un peu, et son arrivée est juste incroyable. On se rappelle qu'il a devancé Jakob Fuglsang et Wout van Aert lors de cette arrivée dans Sienne, je pense, là, où il va finalement déposer Jakob Fuglsang, le dernier des rescapés, avec lui. Et on voit vraiment qu'il est très très fort et quasiment imbattable. On voit que dès qu'il part, à part Jakob Fuglsang, il n'y a personne qui peut le rattraper. Et bah, en termes d'explosivité et en termes d'attaque de pur puncher, on voit très bien qu'il n'y a personne qui peut rivaliser avec lui. Et bah, du coup, il commence à faire déjà très peur à ce moment-là. On est qu'au début de saison, mars, avril. Mais on voit que bah, qu'il va être très très fort et que dans des petites montées courtes, avec de très gros pourcentages, bah, ça va être quasiment impossible de le battre. Et puis on va finir par le Milan-San Remo. Donc Milan-San Remo qui est une des classiques les plus importantes du calendrier, qui est un monument, donc un des 7 monuments, une des plus grandes courses cyclistes, une des plus longues, et où il va aussi remporter cette course. Donc il fait vraiment un sans faute en ce début de saison avec Milan-San Remo, Strade Bianche, des étapes sur toutes les courses auxquelles il participe. Et là, il va même régler un petit groupe au sprint. Et donc ça montre aussi que il a une très bonne pointe de vitesse aussi, parce il va quand même battre des Kwiatkowski, des Nassen, qui sont quand même pas des sprinteurs, mais des coureurs qui vont très vite. Et donc là, on voit directement que son début de saison est incroyable et qu'à mon avis, on le sent qu'il va pouvoir faire une saison très 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 grande. Et on l'attend sur toutes les prochaines courses, et notamment les courses. Donc maintenant, on arrive aux classiques du printemps, donc les classiques qui se déroulent principalement en Belgique et une ou deux aux Pays-Bas. Et donc encore une fois, on sait qu'avec le début de saison qu'il a fait, on sait que ça va être très très dur à battre sur toutes ces courses qui le correspondent parfaitement. On sait que ces dernières années, il y avait vraiment lui, peut-être Valverde, qui commence à devenir un peu plus vieux et donc qui peut moins rivaliser avec lui. Mais c'est des courses qui lui conviennent parfaitement. Donc on va commencer, par la Flèche Brabançonne. Donc c'est la première course qu'il fait en fait de ces classiques belges, où il va en fait encore montrer qu'il a des très très bonnes jambes, partir en échappée avec Michael Matthews, Tim Wellens et Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui va être aussi un des coureurs qui a fait la meilleure saison, je pense, une des révélations. Même si on le connaissait du cyclocross, il a vraiment tout explosé lors de cette saison. Et donc là, pour la première fois, on va voir qu'il va être battu par Mathieu Van Der Poel au sprint. Et donc on trouve enfin un concurrent en fait pour Julien Alaphilippe. On voyait qu'en Italie, personne ne pouvait le battre. Mais là, première course qu'il fait contre Mathieu Van Der Poel est plus rapide que lui et s'impose au sprint. Ensuite, on va continuer avec l'Amstel Gold Race. L'Amstel Gold Race, on voit très bien que Alaphilippe est au-dessus de tout le monde. Il attaque avec Fuglsang, je pense, encore une fois, lui, dans la dernière montée et part tout seul. On est quasiment sûr qu'ils ont course gagnée, parce que ils sont sortis en costaud. Derrière, il y a des attaques de partout. Et on pense qu'ils vont jamais être vus. Mais c'était sans compter Mathieu Van Der Poel. Sur Mathieu Van Der Poel, qui est juste un extraterrestre. Et je pense que c'est la course la plus impressionnante que j'ai jamais vue de ma vie en cyclisme, où on voit Mathieu Van Der Poel revenir sur Julien Alaphilippe et le déposer dans les 200 derniers mètres devant ses fans, avec le maillot de champion des Pays-Bas. C'était juste un moment incroyable, je me rappelle quand je l'ai vu. Même si je suis pas forcément le plus grand fan, enfin j'adore Mathieu Van Der Poel, mais je ne veux pas dire que je suis fan de lui, parce que voilà, je ne le connaissais pas avant plus que ça. Mais là, c'était vraiment une des courses les plus incroyables. Et encore une fois, on voit que il se fait battre par Mathieu Van Der Poel. Donc il est quand même pas imbattable. Et on se dit
que toutes les courses maintenant vont vraiment être un duel entre Mathieu Van Der Poel et Julien Alaphilippe pour toutes les arrivées pour Puncher, où il restera peut-être un groupe de 2-3 coureurs, et où ça se jouera aussi à l'explosivité dans un petit groupe. Et puis pour finir, bah, on va terminer par la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. La Flèche Wallonne, il s'impose encore une fois devant Valverde. Donc là, c'est vraiment la course qui le favorise le plus, j'ai l'impression qui le correspond le plus. C'est la montée sur le mur de 8, une montée sèche, courte, avec beaucoup de pourcentage. Et bah, là, il n'y a personne qui peut le battre, il est vraiment au-dessus de tout le monde, et donc il bat Valverde. Et donc, encore une victoire pour lui. Ensuite, peut-être une petite déception, c'est sur le Liège-Bastogne-Liège. Comme on attendait, grand favori, vu qu'il avait quasiment tout gagné, tout le temps au moins été dans le groupe qui se disputait la gagne depuis le début de saison, on s'est dit que cette fois-ci c'était sûr qu'il allait pouvoir prendre ce monument. Mais finalement c'était quand même pas le moment, et il a dû se contenter de la 16e place, donc peut-être le premier petit échec de sa saison. Donc on va finir ce récapitulatif de sa saison par le Tour de France. Je sais qu'il a gagné une étape sur le Critérium du Dauphiné, mais il a gagné une étape sur toutes les courses, et donc si on devait faire un résumé de toutes les courses et un peu donner mon avis sur toutes les courses, ça durerait beaucoup trop longtemps, parce qu'il faudrait faire toutes les courses, vu qu'il a été acteur au moins de toutes les courses depuis le début de l'année. Et vu sa saison, je pense qu'une étape sur le Critérium du Dauphiné, c'est pas non plus le moment le plus fort de sa saison. Donc on va directement sauter jusqu'au Tour de France, où on sait qu'il arrive avec une forme juste incroyable. Comme j'ai dit, il a tout gagné quasiment, au moins été toujours dans le coup, à part peut-être Liège-Bastogne-Liège. Le Critérium du Dauphiné, il a encore prouvé qu'il était là, il a encore gagné une étape. Même si on a vu qu'il était quand même peut-être pas au mieux, je crois que c'était une arrivée avec Mühlberger de la Bora. Et il n'était pas serein, on voyait qu'il était un peu stressé, il savait pas s'il allait pouvoir gagner, s'il allait pouvoir prendre la gagne. Et du coup, on avait peut-être un petit peu des inquiétudes pour lui, pour le Tour de France, même si on savait que sa forme était quand même incroyable. Et du coup, on a Julien Alaphilippe au départ du Tour de France, et on se dit qui va jouer seulement les étapes. On sait que depuis le début, ça a tout le temps été un coureur qui joue les étapes, et qui peut pas rivaliser quand ça monte très très haut dans l'altitude, et quand ça monte très très vite pendant très longtemps. Et du coup, on se dit que la seule étape peut-être où il va vraiment pouvoir faire quelque chose, c'est peut-être à Épernay. Donc la montée, où il y a une petite montée à 10, 15, 20 km de l'arrivée, je sais plus exactement. Et donc c'est exactement ce qui se passe, c'est là où il montre qu'il est vraiment très très fort, il part tout seul dans cette montée à 20-25 km de l'arrivée, et il va résister facilement à tout le monde. Il va finir en solitaire devant le peloton des favoris. Et donc là, il prend le maillot jaune parce qu'il n'était pas très loin avec le contre-la-montre par équipe du début de tour. Et du coup, on se dit, il va garder le maillot, allez, 2-3 jours. Et après, ça va être fini. Et effectivement, il va le perdre assez rapidement à la planche des belles filles, où il va se faire prendre par Giulio Ciccone, donc pas un favori. Et donc, c'était pas vraiment qu'il était moins fort, vu que ce jour-là, à la planche des belles filles, il va finir devant tous les favoris, quasiment. Je crois qu'il y a juste Geraint Thomas qui est devant, et Thibaut Pinot. Donc, il va prouver qu'il faut quand même compter sur lui en montagne, même si on sait que la planche des belles filles, c'est quand même une montée qui est abordable, et qui n'est pas un grand col des Alpes ou des Pyrénées. Donc ensuite, il va perdre ce maillot ce jour-là, et il va le regagner lors de l'étape où Thomas De Gendt va faire un numéro incroyable, et où Thibaut Pinot et Julien vont partir. Je crois que c'était à Saint-Étienne, donc ouais, c'était l'étape de Saint-Étienne. Ils vont partir les deux, et là c'était un des plus grands moments aussi de la saison. Même moi qui ne suis pas français, voir les deux meilleurs français du moment partir ensemble, et prendre des secondes sur tous les favoris. En plus, étant belge, Thomas De Gendt qui gagne la victoire d'étape, c'était vraiment une étape parfaite. Surtout que j'avoue être un peu contre les Sky, on va dire, parce que les Ineos maintenant, vu que c'est toujours eux qui gagnent, et je trouve que c'est un peu à la fin toujours la même chose. Et du coup, je me disais là, ok, enfin il gagne du temps, et c'est peut-être pas un Ineos qui va gagner. Et donc là, à ce moment-là, on se dit vraiment que Thibaut Pinot va pouvoir peut-être gagner le Tour de France, même si c'est pas le sujet de la vidéo.
Et ce jour-là, bah, Julien Alaphilippe va reprendre son maillot jaune et va finalement le garder pendant beaucoup plus longtemps que prévu, puisqu'il va même remporter le contre-la-montre individuel à l'étape 13 devant tous les plus grands spécialistes, devant Geraint Thomas notamment et Egan Bernal. Et il va encore plus, je crois qu'il a plus de 2 minutes 30 d'avance à ce moment-là. Mais tout le monde se dit, ok, il a peut-être toujours le maillot, mais il va quand même le perdre dans les différentes ascensions. Et finalement, bah, il arrive à résister, il résiste, et il perd le maillot qu'à la 19e étape, donc dans l'étape qui a finalement été raccourcie, mais qui avait été remportée par Bernal. Il va, il va le perdre, ce maillot, mais on voit qu'il n'a pas complètement craqué. On sait que bah, c'est vraiment un battant, et je pense que c'est sa plus grande force, c'est vraiment le mental. Il va jamais lâcher. Peu importe ce qui se passe, il va toujours rester mentalement très fort et vouloir ne rien lâcher. Et donc là, il y avait toujours le petit espoir du podium avec Kreuzweig qui était derrière Buchmann euh, et Bernal et Thomas évidemment. Mais finalement, on sait qu'il va finir cinquième du Tour de France, qui est quand même une performance juste incroyable. Évidemment que je pourrais résumer le Tour de France et donner mon avis sur ce Tour de France pendant beaucoup plus longtemps, mais déjà je trouve que la vidéo est très très longue et du coup je vais essayer de la réduire au maximum. Dites-moi en tout cas si c'est peut-être un peu trop long cette vidéo, mais voilà, c'est compliqué de faire plus court si on a vraiment envie d'expliquer un petit peu ce qu'on a envie de dire, et je pense que moi ça me gênerait pas si quelqu'un voilà, parlait du cyclisme et donnait son avis. Je serais content de voir un peu ce qu'il a à dire, et surtout les gars, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos. Qu'est-ce que je pourrais faire pendant cette période où il y a un peu moins de courses, parce que j'ai vraiment envie de faire des vidéos, ça m'amuse vraiment, et de discuter avec vous, ce serait vraiment super sympa. Du coup, voilà, on a fini ce récapitulatif sur Julien Alaphilippe. Juste à noter qu'il va donc finir 5ème du Tour de France et super combatif. Finalement, à la fin de saison, bah, on l'attendait peut-être champion du monde. Il n'a pas pu répondre présent, il n'avait pas des très bonnes jambes. Voilà, c'est pas très grave, on lui en veut pas du tout. Lors des classiques Québec-Montréal, on voit qu'il était un petit peu moins bon, beaucoup moins fringant. Et la classique Saint-Sébastien, il a même pas pu défendre son titre. Donc voilà, il a fait un peu une fin de saison. À mon avis, il était extrêmement fatigué de son Tour de France, ce qui est complètement normal après un Tour de France de la qualité qu'il a fait. Et donc voilà, je pense qu'il n'aurait pas pu faire une deuxième saison, une partie de saison incroyable avec la première partie de saison qu'il a fait. Du coup, voilà. Du coup, pour l'année prochaine, ce que je pense ses objectifs pourraient être, moi je pense que il devrait pourquoi pas jouer les grands tours. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent oui ça sert à rien, tout ça, voilà, il sera pas bon, il va peut-être perdre dans les autres trucs. Mais il a déjà tellement gagné, il a gagné Milan-San Remo, Strade Bianche, la Flèche Wallonne, il a fait des places sur toutes les classiques belges, sur toutes les courses en Italie, il a gagné la Classica San Sebastian, il a gagné tellement de courses que je me dis que maintenant, le seul truc qui pourrait vraiment élever son palmarès encore, c'est de remporter un grand tour, ou au moins une course d'une semaine, ou peut-être essayer en tout cas un peu comme pas vraiment la même chose, mais Rohan Dennis qui était contre la montre à fond avant et qui finalement arrive à jouer des bonnes places dans les grands tours. Et du coup, je pense que ça pourrait être très intéressant pour lui de voir comment il pourrait faire pour s'améliorer dans les grands cols. Je pense que même si il s'améliore dans les grandes montées, il perdrait pas trop de son explosivité. Donc je pense que ça pourrait être quelque chose à envisager. Évidemment qu'il il va pas arrêter toutes ces courses italiennes, ces courses belges, parce que bah, voilà, c'est dans son ADN, c'est ces courses qu'il préfère, je pense. Mais pourquoi pas tenter l'année prochaine de refaire un Tour de France et d'aller sur le podium. Question équipe, je pense qu'il n'y a il y a aucune question à se poser. Il doit rester dans la Q-Step, dans la De Koninck. C'est la meilleure équipe du monde pour moi, vraiment de loin. Et il est tellement fort que bah, de toute façon, il aura les équipiers quand il le voudra. Il sera toujours leader, peu importe la course. Et aussi, c'est une équipe, à mon avis, où il a quand même pas mal d'amis maintenant, où il connaît tout le monde, où ça parle quand même anglais, français, je veux dire. Pas tout le monde, mais c'est une équipe belge, donc il y a quand même pas mal de coureurs qui parlent français. Et ça, c'est aussi plus facile pour lui, je pense. Parce qu'aller dans une équipe étrangère, je pense pas qu'il s'habituerait autant.
Du coup, voilà, c'était un peu ce récapitulatif de la saison sur Julien Alaphilippe. J'espère que vous avez kiffé. C'était un peu long, je suis vraiment désolé. Mais je pense que voilà, c'était cool de faire un grand récapitulatif. N'hésitez pas à me donner des idées d'autres coureurs ou d'autres idées de vidéos à faire sur le cyclisme ou sur les autres sports si vous êtes fan d'autres sports, parce que moi voilà, j'aime vraiment tous les sports. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez la vidéo et on se retrouvera plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!